Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 12 juillet 1962, M. Litsenov, graphologue, entre dans les bureaux de la police de Lucerne. Bien des gens dans cette belle et calme ville, qui fait de la chaise longue toute l'année sur le lac des Quatre Cantons, se souviendront de la visite de ce graphologue venu tout exprès de Zurich. C'est pour vous faire l'étonnant récit de cette visite que Jacques-Antoine a choisi le dossier extraordinaire d'aujourd'hui. Le 30 juin 1962, Lucerne se prépare à une grande fête à laquelle 9000 personnes officielles doivent participer auprès de 50 000 touristes. Le 30 juin au soir, vers 22 heures, en pleine allégresse, explose une bombe dans l'ascenseur d'un restaurant. 3 heures plus tard, une deuxième bombe explose dans une voiture en stationnement. Les ambulances accourent car plusieurs personnes sont blessées. Le lendemain à midi, lorsque l'immense cortège des officiels défile en grande pompe, un autre ascenseur explose dans un café sur la route du cortège. Mais le défilé continue et le premier secours aux blessés, dont un Anglais qui échappe tout juste à la cécité, est entravé par des badauds trop curieux de voir l'attentat. Le soir même, vers 11 heures, il y a une 4e explosion dans une cave. Le lendemain, une 5e qui fait encore sauter l'ascenseur d'un café. Bilan des 5 attentats, tous commis dans le centre de la ville, 5 blessés, dont un grièvement, et 100 000 francs suisses de dommages. La police s'interroge. Est-ce une vengeance perpétrée à l'encontre de l'un ou l'autre restaurateur? S'agit-il d'actes de déséquilibrés, de blousons noirs, d'actes d'ordre politique? On surveille depuis peu un étranger qui vient d'acheter sur l'ordre de l'OAS un émetteur de radio. On l'arrête, mais il n'est pour rien dans cette affaire et l'on doit le relâcher très très vite. Après le 3e attentat, c'est-à-dire 14 heures après la première détonation, des mesures de sécurité sérieuses ont été prises. On fait surveiller les abords des restaurants, leurs ascenseurs en particulier. Comme on songe à des actes d'un déséquilibré, toutes les maisons de santé de Suisse sont interrogées pour savoir si des internés se sont enfuis ou ont été libérés. Un détachement spécial est mis sur pied. On surveille l'abord des cinémas, on barricade les rues d'accès de Lucerne et l'on fait patrouiller dans le centre, la nuit venue, des voitures radio de la police maquillées. Enfin, au 5e attentat, on photographie tous les badauds pour pouvoir les comparer avec les autres badauds qui viendront aux attentats suivants, s'il y en a, ce qui hélas sera le cas. On compte sur la collaboration de la population, de la radio, de la télé et aussi de la presse. Mais vous allez voir, chers amis, que cette collaboration va s'avérer être une véritable catastrophe, jusqu'au moment où interviendra M. Litsenov, le graphologue dont je vous ai parlé. Des débris recueillis sur les lieux des explosions, on extrait surtout des bouts de mèches de détonateurs. Il s'agit d'explosifs tout préparés, non bricolés par le criminel. En Suisse, la vente et l'utilisation des explosifs sont évidemment réglementés. Le marchand d'armes doit avoir une concession et ne peut délivrer d'explosifs qu'à des clients connus. S'il vend à des inconnus, ceux-ci doivent être en possession d'un permis de la police, ils doivent signer une liste et indiquer leur adresse. On allait donc s'adresser au marchand d'armes de Lucerne lorsqu'un champion de tir, Karl Zimmermann, à présent propriétaire d'un magasin d'armes, appelle de lui-même la police pour lui apprendre qu'un individu qui lui paraît assez louche a acheté chez lui des explosifs. Les policiers se rendent aussitôt chez Zimmermann, qui leur explique que l'homme est venu à son magasin le 25 juin, soit 5 jours avant le premier attentat. Il lui a fait l'impression d'un employé assez peu sûr de lui. Il parlait le patois de Lucerne. Il s'est fait expliquer longuement comment il devait manipuler l'explosif. Et Zimmermann a dû recommencer plusieurs fois ses explications car l'homme ne semblait pas briller par son intelligence. Bien entendu, Zimmermann montre le registre où l'homme a signé. Il a signé Alfred Spani et mentionné son adresse.
En toute hâte, on vérifie l'adresse. Comme on pouvait le craindre, celle-ci est fausse, comme probablement le nom, Afled Spani. Reste le signalement. Zimmerman croit se souvenir que l'homme avait un nez proéminent et bossu, un menton en galoche et les cheveux coupés en brosse. La police établit alors le portrait robot que toute la presse attend, mais quelques heures plus tard, la police annonce à Zimmerman qu'elle a mis la main sur le coupable. L'homme entre dans la boutique de Zimmerman accompagné de 2 policiers. « Le reconnaissez-vous »« Je crois, dit Zimmerman. En effet, l'homme a les cheveux en brosse, le nez proéminent et bossu et le menton en galoche. Alors le policier se lève, a serré la main de l'inconnu. « Merci, monsieur. Merci de vous être prêté à ce test. Vous nous avez rendu grand service. » En effet, cet homme est bien un client de Zimmerman, mais il est venu la veille de la visite du fameux Afled Spani. Zimmerman a confondu, mélangé les traits de l'un et de l'autre. La police décide donc de ne pas diffuser le portrait robot que la presse attendait. Hélas, après 9 jours de répit, un nouvel attentat a lieu le 11 juillet dans une cave du centre. Pas de victimes cette fois, mais c'est un miracle. Alors la presse se déchaîne contre la police qu'elle déclare inefficace, incapable. Quelques journalistes harcèlent le malheureux Zimmerman qui, cuisiné des heures durant, finit par s'enfermer dans son appartement. Certains journalistes laissent entendre qu'ils ont découvert la piste des coupables. D'autres établissent, d'après les déclarations de Zimmerman, un second portrait robot très différent du premier qu'ils n'hésitent pas à publier. Aussitôt surgissent de partout les témoignages de la population. On a vu le meurtrier ici, là et là-bas. Malheur à ceux qui ont le nez pareil à celui du portrait robot. Malheur à ceux qui ont les cheveux ou le menton du portrait robot. Quant à ceux qui ont les 3, leur vie devient intenable. Des centaines et des centaines de personnes sont désignées à la police comme étant le coupable. Il faudrait des semaines à celle-ci pour vérifier toutes ces pistes, et pendant ce temps, bien entendu, le criminel court toujours et les attentats peuvent reprendre. Finalement, la police continue de s'accrocher au seul élément concret, tangible qu'elle détient, à savoir la signature de l'inconnu. Afled Spani. Mais quelle signature! C'est d'ailleurs l'attitude de l'individu au moment où il a signé le registre qui a frappé Zimmerman. De toute évidence, il ne s'attendait pas à devoir signer, et lorsque Zimmerman lui a demandé de le faire, il a marmonné « Je suis cultivateur, je m'appelle Alfred ». Là, il a ajouté un nom que Zimmerman n'a pas compris. « Oui, dit alors l'armurier, mais il faut signer quand même. » Comme le dénommé Alfred n'avait rien pour écrire, il a pris le crayon que Zimmerman lui tendait et il a signé debout. Dans sa confusion, il semble donc qu'il n'ait pas su écrire le prénom Alfred, qui est devenu Afled. Dans ces conditions, quel crédit peut-on attacher au nom Spani? S-P-A. Le A surmonté d'un tréma, N-I. Spani. Quant à l'adresse, c'est Zimmerman qui l'a écrite lui-même, donc là, rien d'intéressant. C'est donc sans espoir aucun que la police entre en rapport avec le graphologue de Zurich, Litzenhoff. Le policier, qui l'appelle au téléphone, est même convaincu que Litzenhoff va refuser. Mais il découvre un homme ouvert, convaincu de l'efficacité de sa science, qui ne promet rien mais qui veut bien essayer. Il demande simplement « De quel exemplaire d'écriture disposez-vous » ? « Pas grand-chose, dit le policier. Mais encore, une signature. Rien d'autre ? Non. Et encore. Et encore quoi ? Demande le graphologue qui commence à s'amuser. Eh bien, c'est une signature faite au crayon. En effet, c'est pas grand-chose. Surtout que... Le policier entend le graphologue éclater de rire au téléphone. « Écoutez, dit-il, pour une observation sérieuse de l'écriture, un graphologue professionnel exige un minimum d'éléments. 1 ou 2 pages de texte, si possible écrites à l'encre, et non au stylo à bille ou au crayon, le sexe, l'âge et le métier de l'auteur de l'écriture. Or, si je comprends bien, vous disposez en tout et pour tout d'une signature faite au crayon, et vous me dites que ce n'est pas tout. Alors, laissez-moi imaginer la suite. Voyons, vous l'avez gommé par erreur, vous avez renversé un encrier dessus, elle a été faite sur une surface en relief qui la rend illisible. Ah, j'y suis. Cette signature a été froissée, brûlée. Non? Ah, ben alors je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver?
Elle est fausse, monsieur. Le policier s'attend à ce que Litvinov lui demande s'il se moque de lui ou même lui raccroche au nez. « Bah !» dit Litvinov. « C'est tout de même un exemplaire d'écriture, mais je ne pourrais certainement pas en tirer grand-chose. Le moindre renseignement peut nous être utile, monsieur. » Bon. Bon, alors je viens essayer de vous aider. Je serai à Lucerne demain matin. Lorsqu'il raccroche, le policier est presque déçu. Il est tellement convaincu qu'il n'y a rien à tirer de ces deux mots, Afled Spani, qu'il en vient à penser que si un graphologue accepte de risquer sa réputation sur un aussi minable échantillon d'écriture, c'est que la graphologie, ce n'est pas très très sérieux. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le 13 juillet, lorsque Litvinov entre dans les locaux de la police à Lucerne, c'est à la fois l'effervescence et la consternation. Un 7e attentat vient d'avoir lieu. Le criminel a fait exploser la veille une baraque sur une hauteur proche de la ville. Comme il faisait une très belle journée, beaucoup de Lucernois étaient en promenade et la foule qui s'est précipitée sur les lieux après l'explosion a été tellement énorme que la police n'a pas pu s'en approcher avant plusieurs minutes. Elle n'a donc pu recueillir aucun indice d'aucune sorte. Lorsque Litvinov est introduit dans le bureau du directeur de la police, ce dernier lui dit tout de suite qu'il n'attend pas de miracle, mais lui montre un énorme dossier. « Il y a plusieurs centaines de pistes, dit-il. Elles concernent pour la plupart des individus plus ou moins douteux. Mais nous n'avons pas le temps de les suivre toutes. La moindre indication qui nous permettrait de choisir dans ce fatras telle ou telle piste plutôt que telle ou telle autre peut nous faire gagner un temps précieux et sans doute éviter de nouveaux désastres. » C'est bien ce que j'ai compris, dit Litvinov. Sinon, je ne prendrai pas le risque d'extrapoler en partant d'une simple signature au crayon. Fausse, ajoute le chef de la police. J'espère qu'on vous a prévenu. Je sais. Et il saisit la photographie que le policier lui tend. Remarquez bien, cher monsieur, vous n'auriez pas eu besoin de me dire qu'elle était fausse. Ça se voit. Elle est écrite sans élan, sans le mouvement général qui caractérise d'ordinaire une signature. Elle est improvisée. Les lettres se succèdent laborieusement. Elle est, comment dirais-je, annonnée. Voilà, annonnée. Puis le graphologue repose un instant la feuille de papier et regarde le chef de la police. « Puis-je vous poser des questions ou dois-je me risquer d'emblée aux suppositions ?» « Oh, j'imagine ce que ce travail peut avoir de désagréable pour vous, dit le policier en s'excusant, mais je préférerais ne rien vous dire de ce que nous savons. » « Bien, je préfère aussi, je me sens plus libre. Et au moins, si je me trompe, ça sera plus évident. Notez que j'ai peu de chance de me tromper, car votre criminel, je le vois déjà. Pour moi, ces quelques lettres au crayon me parlent plus qu'un visage. Pas de fausse barbe, pas de vêtements trompeurs avec l'écriture. L'écriture, c'est l'homme. C'est l'homme à nu. Lorsque vous arrêterez le criminel, peut-être qu'il vous paraîtra différent du portrait que je vais vous faire, mais ce n'est pas moi qui me serai trompé. C'est lui qui se sera travesti. Bien. Je vous écoute. Pendant quelques instants, le graphologue semble se perdre dans la contemplation de ce gribouillis. Afled Spani, écrit au crayon. Il retourne la feuille sans dessus-dessous pour la lire à l'envers, la retourne et la place dans la lumière pour la lire au travers, l'éloigne pour en avoir une vision globale. Enfin, il sort une loupe et il examine longuement chaque lettre. De toute évidence, dit enfin le graphologue, il s'agit d'un être très primaire, d'intelligence moyenne, une intelligence qui, de plus, n'a pas été cultivée. On peut généralement obtenir l'âge psychique qui ne correspond pas forcément avec l'âge réel. L'âge psychique de notre sujet se situerait entre 20 et 40 ans, mais sur le plan graphologique, plutôt à la limite inférieure, 20 ans. Pour être concret, et vous aider dans vos recherches, je dirais que ce jeune homme a été un très mauvais élève qui a dû redoubler toutes ses classes. Bien sûr, la signature est fausse, mais
Il doit être de toute façon incapable de signer 2 fois de la même façon, car c'est un être instable. Alors je dirais même qu'il est illogique, souvent psychopathe. Là encore, pour vous aider, j'essaierai d'être plus concret. Je dirais qu'à mon avis, bien qu'il fabrique des bombes, cet homme n'est pas un technicien. Comme je ne lui vois pas la constance qu'il faut pour apprendre un métier, il n'a pas de métier. Comme évidemment, il n'écrit pas beaucoup. Il ne peut pas être employé de bureau. Comme son écriture trahit des sentiments d'infériorité, des complexes, une certaine nervosité, je doute fort qu'il puisse être employé de commerce, constamment en contact avec la clientèle. Si c'était un ouvrier agricole, il ne connaîtrait pas la ville comme il semble la connaître. Voyons, il pourrait être manœuvre, mais les usines sont rares à Lucerne. Il s'ensuit donc qu'il doit être ouvrier auxiliaire, magasinier ou quelque chose comme ça. Voyez-vous, le mobile qui fait agir cet homme ressort des complexes et des sentiments d'infériorité qu'exprime sa signature. Il doit ressentir un besoin irrésistible de se faire valoir, d'autant plus irrésistible que ce besoin est refoulé, puisqu'il est incapable de se faire valoir à visage découvert. Pour dissimuler ses tendances profondes, il doit se conformer strictement aux us et coutumes en ce qui concerne l'habillement, les manières d'être et les habitudes visibles. Il est même possible qu'il soit d'un commerce agréable et même serviable dans la mesure où cette attitude ne lui est pas imposée. Enfin, si l'on considère la vitalité de l'écriture, elle dénote une robustesse exceptionnelle. Peut-être a-t-il fait un sport dans lequel il aurait relativement réussi grâce à cette constitution athlétique. Le policier regarde le graphologue penché sur le gribouillis de 10 lettres au crayon, à Fled Spani. Et ce policier est sidéré d'en voir surgir petit à petit un personnage qui de minute en minute prend vie. Bien dit le policier, je ne m'attendais pas. Non, je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez tirer tant de déductions de si peu de données. C'est prodigieux. Je vous remercie. Mais comme le graphologue continue de tourner et de retourner la feuille de papier, le policier demande « Vous voyez encore autre chose ?»« Oui. » Il est rusé. Un rusé primitif. L'habileté du psychopathe, mais pas assez imaginatif pour avoir totalement inventé ce nom, Fled Spani. Je pense qu'il doit connaître un Alfred, et qu'au dernier moment, il a écrit Fled, soit qu'il n'ait pas su l'écrire, peut-être parce qu'il était troublé, soit parce qu'il ne l'a pas voulu. Et l'adresse, demande le policier. Quelle adresse? Celle que le marchand d'armes a écrite sous sa dictée. À mon avis, il ne l'a pas inventée non plus. Cette adresse doit avoir un rapport avec sa vie ou son entourage. C'est tout? Oui, cette fois, oui. C'est tout qui puisse vous être utile. Mais bien sûr, partant de là, des tas de déductions s'imposent. Ce genre de caractère est généralement le produit d'une éducation désastreuse. Des parents alcooliques ou séparés, ou pas de parents du tout. Entre parenthèses, voyez donc l'assistance publique. Malgré son apparence bien rangée, je pense qu'il a eu maille à partir avec la police déjà. Il est possible qu'il ait commis des infractions, etc. Quelques instants plus tard, le graphologue serre la main du policier ahuri et s'en va. Reste maintenant à vérifier s'il a vu la vérité ou si c'est du bluff. Grâce aux suggestions du graphologue, la police fait un tri parmi les centaines de dénonciations qui lui sont parvenues et n'en retient d'abord qu'une demi-douzaine. Et puis finalement, une seule. Le message numéro 234 qui est vérifié aussitôt. On y dénonce un certain Anton Fendrich, âgé de 20 ans, magasinier dans un grand magasin, qui aurait déclaré il y a quelque temps qu'il allait en faire voir à quelques-uns. On compare la fameuse signature Fled Spani avec des échantillons d'écriture prélevés chez son patron. La ressemblance est frappante. Alors, Anton Fendrich est interpellé et il est conduit à la police. Anton Fendrich est aussi éloigné du portrait robot établi par la police et par la presse qu'on peut l'être. Il mesure 1,82 m, bien bâti, athlétique, les cheveux bruns rejetés en arrière, une petite moustache, vêtu d'un complet sombre, croisé, chemise propre et cravate discrète.
alors que le portrait robot lui donnait un grand nez busqué, le sien serait plutôt en pied de marmite. Parmi ses amis et connaissances, personne ne peut croire qu'Anton soit le monstre qu'on cherche, puisqu'on le connaît comme un garçon aimable, rangé et prêt à rendre service. Son patron et sa propriétaire n'ont pas à se plaindre de lui. Dans le home de jeunes gens où il prend ses repas, les religieuses aiment beaucoup ce jeune homme bien mis, soigneux de sa personne et toujours complaisant. Il va jusqu'à les aider à faire la vaisselle. Anton ne fait aucune difficulté pour expliquer qu'il est né en 1942 dans le canton de Zug. Ses parents, paresseux et de mœurs dissolues, plusieurs fois arrêtés par la police, se séparèrent. Anton n'a pour ainsi dire jamais vécu en famille. Tout jeune, déjà, on le mit à l'assistance. On se donna beaucoup de peine pour l'élever par des méthodes pédagogiques spéciales. Il fut suivi par des psychiatres. En classe, il fut un mauvais élève. On ne peut cependant pas le considérer comme débile. À l'âge de 9 ans, il se mit à voler. À 16 ans, il commit des petites escroqueries et s'enfuit d'une maison d'éducation. Bien entendu repris, il fut interné de nouveau. Bref, il a passé 19 ans dans des maisons d'éducation et Anton déclare de lui-même que la liberté ne lui réussit pas, qu'il serait bon de l'enfermer, car il a commis pas mal de vols à Lucerne comme à Zurich, qu'il a pris des bijoux, des radios, des tourne-disques qu'il revendait. N'ayant jamais pu faire un apprentissage jusqu'au bout, avant d'être magasinier, il était ouvrier auxiliaire. Et devinez où, chers amis? Eh bien, dans un établissement, si à l'adresse que le dénommé Afflet de Spani a donné à l'armurier Zimmermann. Malgré cette coïncidence, Anton refuse de reconnaître les attentats à la bombe et sur les conseils du graphologue Litzenhoff, c'est en faisant appel à son honneur que la police finit par obtenir ses aveux. Et c'est tout simple. Un beau jour, Anton a ressenti l'envie de se venger en occasionnant un remue-ménage sans pareil pour jouir du spectacle. Il estima qu'une grande fête helvétique était le moment rêvé puisque la police était alors pleinement occupée. Il pensa aux incendies et finalement choisit la bombe. Le bruit des explosions lui faisait un plaisir fou, autrement exaltant que d'être seulement incendiaire. Si son dernier attentat avait attiré des milliers de badauds, il fut cependant déçu que la police ne fit pas fonctionner davantage les sirènes des voitures. Anton fit preuve de beaucoup de sang-froid et de ruse pour commettre ses crimes. Il ne portait jamais ses explosifs dans ses poches pour ne pas être pris au moment d'un contrôle de police. Il les attachait à une ficelle autour du cou et les portait ainsi sur le dos au milieu, sous la veste. Anton ne peut être considéré ni comme irresponsable, ni comme tout à fait responsable de ses actes. Mais il n'a aucun sens moral. Et c'est un psychopathe effroyablement dangereux qui sera condamné à 6 ans de réclusion criminelle, auquel succédera, espérons-le, un séjour long, sinon définitif, dans un établissement spécialisé. Ah, au fait, un détail qui conclut l'extraordinaire portrait du graphologue Litzenhoff. En effet, Anton avait bien fait du sport, puisque comme boxeur junior amateur, il avait gagné 2 championnats. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.